Bonjour tout le monde. Bon, je sais pas exactement combien de personnes verront cette vidéo, mais j'ai récemment posté un petit message sur Twitter auquel mes deux followers ont réagi concrètement, par rapport au fait que, en tant qu'étudiant en physique, en ayant dû surmonter quelques difficultés, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de difficultés sur une notion qui s'appelle la fonction de partition, qui est utilisée en physique statistique. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo expliquant comment j'ai pu surmonter ces difficultés-là et comment j'ai interprété certaines choses qui m'en sont très utiles encore à l'heure actuelle. Donc c'est une vidéo pour les étudiants en physique avertis, hein. C'est-à-dire que la fonction de partition, c'est quelque chose qu'on voit aux alentours normalement de la troisième année de licence de physique. Attends, je vous préviens, c'est quelque chose qui va être volontairement un petit peu mathématisé. On va essayer de faire des mathématiques rigoureuses pour les physiciens et pas rigoureuses pour les mathématiciens, concrètement. Parce que de mon approche, c'est ce qui permet le mieux de se rapprocher de la fonction de partition. Bien. Donc, l'idée, en fait, quand on a ce genre de problème, c'est d'avoir une approche globale, c'est de savoir comment, déjà, on veut traduire une idée, et de base, quelle est l'idée qu'on veut traduire. Bon, l'idée de base, quand on est en physique statistique, c'est qu'au lieu de la description classique, qui peut être vachement sympa, hein, des lois de Newton, vous allez avoir les lois de Newton pour plusieurs particules, qui peuvent, avec des forces qui peuvent même dépendre de chacune des particules. Et l'idée, c'est que genre I va être compris entre 1 et un truc de ce genre là, concrètement. Donc là, vous voyez immédiatement le problème numéro 1, c'est que on ne va pas pouvoir résoudre tout le système, même s'il était linéaire et parfaitement très techniquement solvable, on va pas pouvoir y arriver. Non, on va devoir faire beaucoup mieux que ça. Et le second problème, c'est que en fait, si on prend l'exemple classique que tous les profs de Fistat vont vous ressortir, qui est le coup du ballon qui, par une magie innommable, est toujours parfaitement sphérique. Il n'y a pas besoin de lettres en plus, ce con. S'il n'y a pas besoin de lettres, ce con. Et vous avez tant de particules, sachant que là j'en ai tracé 10, mais en vrai il y en a genre le nombre d'Avogadro. Vous vous en contrefoutez de savoir que la petite particule numéro 3456, elle a une vitesse dirigée en direction de nord-nord-ouest. On s'en tape de sa vie à cette particule. Ce qu'on veut, nous, c'est des propriétés macroscopiques. En fait. Donc, le deuxième problème, c'est un problème de pertinence, de toute manière. Et en fait, il n'est pas pertinent d'utiliser l'approche cinématique, classique, dans notre cas. Propriétés macroscopiques, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends des choses qui vont caractériser l'ensemble de particules, mais vraiment en tant qu'ensemble. C'est-à-dire typiquement sa température T, sa pression P, son volume V. Parce qu'on va toujours les écrire avec les initiales, on va plus dire ce que c'est ensuite, quoi. Le nombre de particules n, techniquement, on pourrait même aller un petit peu plus loin, on pourrait dire que on a affaire à la charge complète Q, et encore beaucoup d'autres choses. Nous, on va se concentrer surtout sur ces 4 variables-là. Bien. Alors, comment on fait de la stat? Avec des lois de probabilité, évidemment. Donc là, je lance un petit clin d'œil averti à tous les gens qui auraient peur de ça. Il va falloir refaire des probabilités. Je suis désolé, on va pas pouvoir s'en sortir sinon. Je vais redonner quelques propriétés de base des lois de probabilité qui vont expliquer pourquoi on fait certaines choses. Mais voilà, ça reste quelque chose avec lequel il faut se familiariser de la même manière que j'essaie de vous familiariser avec les fonctions de partition à l'heure actuelle. Bon voilà, apprêtez-vous, on va utiliser massivement des probabilités. En particulier, on va utiliser massivement deux propriétés que je vais redonner tout de suite. C'est que les probabilités, mettons que vous avez I événements, enfin, pardon, N événements, on va dire. Vous voyez que comme par hasard, ça se rapporte aux N particules. On va les différencier. N événements, qu'on va appeler, je sais pas moi, oméga I. De probabilité PI.
de réalisation. Bon, là, déjà, la moitié des profs de mathématiques m'ont arraché la tête, mais comme j'ai dit, le but, c'est pas d'être mathématiquement parfaitement rigoureux ici. Bon, en fait, lorsqu'on a ça, on va avoir essentiellement deux choses. Déjà, toutes les probabilités, pour des raisons qui les regardent, sont entre 0 et 1, parce qu'essayer d'interpréter une probabilité de 1,105, vous n'allez pas y arriver. La somme des probabilités, c'est-à-dire là, ça vaut forcément 1. Et de manière générale, si vous voulez connaître la valeur moyenne d'une variable AI, c'est-à-dire en gros elle a une probabilité PI d'avoir cette valeur-là, mais sa valeur moyenne, ça va être ceci. On va la noter comme ça. La somme des probabilités de l'avoir de chacune, enfin la somme de chacune des valeurs possibles assortie d'un coefficient, enfin pondérée d'un coefficient qui est la probabilité en question. Bon. Concrètement, on va avoir besoin de ces deux trucs là. Par contre, on va en avoir besoin de façon assez massive, donc je vous conseille vraiment de vous en rappeler. Bon. Maintenant, l'idée, si on veut faire de la stat, ça va être de dire je veux caractériser l'état d'une l'état d'une certaine particule et faire de la stat sur toutes les particules, mais du coup en virant toutes les variables dont on se fout concrètement. L'idée de la physique-stat, c'est vraiment ça. Alors, pour ceci, on va introduire l'entropie S, qui s'écrit exactement comme ça. Avec oméga, ce qu'on appelle le nombre d'états possible du système, enfin le nombre d'états du système, tout simplement. En soi, c'est possible. À l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire lorsque des variables du type T, P sont bien définies sur tout le gaz, en particulier P et T, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, chaque état. Alors, attends, je vais écrire à l'équilibre thermodynamique. À l'équilibre thermodynamique. Chaque état a la même probabilité de réalisation. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans une annexe en fin de vidéo, parce que ça fait une digression par rapport à la fonction de partition. Mais globalement, retenez que l'idée, c'est que l'entropie S doit être maximisée à l'équilibre thermodynamique. Et en gros, en fait, ça va forcer le fait qu'on a une distribution de probabilité, ce qu'on appelle uniforme. C'est-à-dire que vraiment, chaque état a la même probabilité d'être réalisé. Bon, bah, puisqu'on a oméga état, ça veut dire que la probabilité de réalisation, dans ce cas-là, c'est tout simplement 1 sur oméga. Et bien là, allons-y, hein. on injecte dans l'équation de l'entropie, on va trouver quelque chose comme... Parce que si on n'écrit pas la moitié des fonctions, ça va pas le faire. Bon, on utilise ça, on utilise la propriété de morphisme du log. Log 1 sur P est égal à moins log P. On bazarde tout ça de l'autre côté de l'équation. S plus KB log P. Et là, on utilise un truc très important, on introduit la température. La température à l'équilibre thermodynamique, donc en gros, l'hypothèse que l'on a faite ici, elle est définie telle que 1 sur T, c'est la dérivée de l'entropie par rapport à l'énergie du système. Et volume, pression, constante, etc. Donc comment on va s'en sortir là-dedans? L'astuce, ça va être de dériver par rapport à l'énergie du système. Donc en fait, on va dériver S par rapport à E. C'est une dérivée partielle, hein, bien sûr. Plus KB. D log P par rapport à DE. Ça fait 0 toujours. Ça fait dP sur DE sur P.
Ça fait 1 sur t par définition. Et finalement, ça va nous donner une équation différentielle. Je vous laisse le bon soin de vérifier qu'on va obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Et là, très important, si on considère que la température est uniforme, sans quoi on n'a pas d'équilibre thermo et on peut strictement rien faire, dont la question ne se pose même pas en fait, c'est pas une astuce de mathématicien, c'est vraiment comment on a besoin de ça pour que physiquement ce qu'on fait ait un sens, mais en fait tout ceci va très facilement s'intégrer et on va arriver à quelque chose du style probabilité proportionnelle exponentielle de moins E sur KBT. Alors là, première observation. Je vous ai dit, ouais, la probabilité est uniforme, et là on découvre qu'elle dépend de E. Alors, attention. La probabilité, elle était uniforme tant qu'on était dans ce qu'on appelle l'ensemble microcanonique. L'ensemble microcanonique, c'est quoi? C'est vraiment l'ensemble où il y a la température qui est bien définie, il y a tout le monde qui est vraiment... Il y a tous les états qui sont absolument, totalement équivalents. Sauf qu'en fait, en introduisant cette petite manœuvre-là, avec la dérivée par rapport à l'énergie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à autoriser la variation d'énergie. Mais vous remarquerez que si je fixe E, effectivement, c'est juste que les distributions de probabilité vont effectivement varier selon l'énergie, mais techniquement, dans tout notre raisonnement au départ, on était à énergie fixée. Voilà, faut pas se faire avoir par cette petite astuce-là. C'est un petit peu particulier. Donc là, on aurait envie de dire, donc on sait que P à une constante près, c'est exponentielle de moins E sur KBT. Alors, parce que ce sera utile plus tard, et parce que beaucoup de profs le font sans rien dire, on note souvent bêta est égal à 1 sur KBT. Ça veut dire qu'en gros, parce que il faut savoir que ce coef va sortir tout le temps, on va souvent avoir de l'exponentielle de moins E sur KBT, donc pour pas avoir toujours tout introduire, ça vaut exponentielle de moins bêta E. Et ça sera très utile pour calculer l'énergie interne d'un système, vous verrez plus tard. Bon. Là, on aurait envie de se dire un truc qui serait, bon ben, la somme des probas ça fait 1. En supposant qu'on peut atteindre toutes ces énergies-là, ça n'a même pas besoin d'être un spectre fini d'énergie. Ouais. Bon, on a juste à dire que P de EI sur exponentielle de moins bêta EI, c'est une constante. Et puis là, on va s'en tirer avec cette équation-là. Alors, c'est l'idée, mais on est allé un petit peu vite, là. On est allé un petit peu vite, tout simplement. Parce que au moment où on a écrit ça, en fait, on s'est fourvoyé. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est fourvoyé? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de cette constante-là qui dépend de l'état. Mon Dieu, mais comment pouvons-nous penser à ça? Et là, tu dis, mince, c'est terminé, c'est la fin du monde, comment on va réussir? Non, ça va aller. En fait, c'est ici qu'on va faire appel à ce qu'on appelle la dégénérescence. La dégénérescence, c'est quoi? C'est un mot immense, avec beaucoup trop d'accent aigu, ouais, c'est ça. Je sais même plus l'écrire. Qui dit que même si vous décrivez la proba avec uniquement les énergies, ça ne revient pas exactement à la décrire en fonction des états. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous pouvez imaginer que même si la proba elle-même ne dépend que de l'énergie, vous pouvez tout à fait différencier deux états de même énergie avec d'autres paramètres. Et l'exemple le plus connu, très certainement, c'est les niveaux, c'est les orbitales sur des atomes. En fait,
sur certaines orbitales, vous allez avoir des électrons qui ont exactement la même énergie, mais qui pourtant sont dans des états fondamentalement différents, en raison des nombres quantiques, en raison des nombres quantiques de moment cinétique, et même de leur spin, notamment. Ça, c'est le fameux diagramme où vous avez SPDF, là, et vous commencez à tracer vos couches électroniques. Voilà, mais là, si vous décrivez ça uniquement en fonction de l'énergie, vous devez aussi tenir compte qu'il y a des états qui sont fondamentalement différents, mais qui sont aussi de même énergie, pourtant. En fait, pour être précis, on va dire que il y a GI, on va le noter, état d'énergie EI. Donc en fait, ça veut dire que notre petite constante là, à l'intérieur, il y a un facteur qu'on va faire sortir, qu'on va passer de l'autre côté, ici, juste là, afin d'assurer que vraiment tout ce qui reste à droite ne dépend plus de l'état. Donc l'idée, ici, ça va être de scinder la constante. Donc ça, c'est une autre constante que celle qu'on avait. De lui faire sortir le nombre d'états de même énergie, EI, fois exponentielle de moins bêta EI. Et cette fois, cette constante, qu'on va noter A pour plus de commodité, ne dépend plus du nombre d'états. On en est certain. On a vraiment évacué ce qu'on appelait la possible dégénérescence. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir utiliser le fait que la somme de toutes les probabilités vaut 1. Donc en gros, que la somme de toutes les probabilités est donc égale à la somme de A fois GI exponentielle de moins bêta EI. Et là, vous voyez pourquoi c'était très important que A ne dépende pas de l'état, parce que maintenant, on va pouvoir la sortir de la somme. Et on va finalement avoir que A est égal à 1 sur la somme du nombre d'états d'énergie EI fois exponentielle de moins bêta EI. Voilà. Et bien ça, si vous avez fait un petit peu de Fistat, vous savez que ce truc-là, cette somme en bas, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition. Qu'on va noter en général Z. Voilà. C'est magnifique. Donc là, vous voyez que je vais essayer de l'encadrer proprement. Bon, n'est-ce pas magnifique? C'est parfait, on l'a trouvé. On sait d'où elle sort. Bah non, c'est pas parfait du tout. C'est pas parfait du tout. Parce que, déjà, pourquoi fonction? Alors qu'on l'a dérivé comme une constante de normalisation de notre proba. 2. Ça veut dire quoi, partition? Et 3. Ben là, en fait, on a pris des énergies E1, EI, en spectre, ce qu'on appelle discret. C'est-à-dire qu'il n'y a que certaines valeurs bien précises d'énergie qui marchent. Mais si vous commencez à juste dire que l'énergie, elle varie de temps à temps, ben en fait, là, il va falloir transformer donc la somme en intégrale, il va falloir utiliser une densité de probabilité vu qu'on est sur du continu. Et dans ce cas-là, comment on gère cette histoire de même état d'énergie EI? Parce que si vous commencez à l'écrire, vous allez voir que ça va commencer à galérer. Alors tout ça, on va y répondre, on va commencer par les questions les plus simples. Pourquoi fonction? Fonction parce que en vérité, si vous regardez bien la façon dont c'est écrit, Z dépend en vérité de bêta. Bon. Donc on peut le voir comme une fonction. Maintenant, il y a même mieux que ça. C'est que vous êtes d'accord que comme on a dérivé Z comme une loi de probabilité, ce qu'on a fait, je vous laisse vérifier un petit peu ce qui s'est passé avant, ça revient en fait à dire que la probabilité de l'état d'énergie EI, c'est égal au nombre d'états d'énergie EI fois nombre d'états qui peuvent avoir l'énergie EI, différent, fois exponentielle de moins bêta EI, sur Z. Bien. Maintenant, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur la façon de calculer des moyennes, plus haut, ici. Imaginons que je veuille calculer
l'énergie moyenne, notamment. C'est ça qui va être surtout intéressant. Ben, en fait, ça va revenir, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, à faire ça. Donc, à faire ça. On va remplacer bêtement. Faut vraiment pas chercher les problèmes. Chez I, exponentielle de moins bêta I. EI, pardon, pas bêta I. Sur Z. Bon. On va pouvoir faire sortir tout ça. Et en fait, l'idée, ça va être de réécrire Z sous sa forme de somme. Et là, on s'aperçoit que c'est quand même marrant parce que les deux expressions se ressemblent beaucoup au numérateur et au dénominateur. L'intérêt, ça va être de dire, regardez, si je dis que ça c'est une fonction de bêta, que je le dérive par rapport à bêta, partiellement, mais en fait je vais obtenir moins e fois la fonction, en vertu du fait qu'il s'agit d'une exponentielle. Et aux surprises, c'est exactement ce qui s'est passé au numérateur ici. Donc en fait, on pourrait totalement voir ça comme somme des GI fois dérivée par rapport à bêta, exponentielle de moins bêta i. Bêta EI, pardon, pas bêta i. Sur toujours cette fonction-là en bas. Mais encore mieux, on va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que GI ne dépend pas de bêta. Et la somme des... Donc on va pouvoir le faire rentrer dans la dérivée, et la somme des dérivés va être la dérivée de la somme, dans ce cas précis. Alors, je sais qu'il y a des conditions mathématiques pour permuter la somme et la dérivée, mais je vous assure qu'ici, elles sont bien réunies. On va étudier que des systèmes où elles sont réunies, en fait, pour être exact. Donc vous allez bien avoir le droit de faire ça. Et donc on va se retrouver finalement avec... Alors attention, il y avait un moins ici. Il y avait un moins parce qu'on a un exponentiel de moins bêta EI. Oui, effectivement. Donc on va en fait se retrouver avec moins la dérivée par rapport à bêta de toute cette somme, en bas, qui en fait va être Z, sur Z elle-même. Mais ça, par définition, c'est moins la dérivée de log Z par rapport à bêta. Donc en fait, sachant qu'au début, ce qu'on a calculé, c'est l'énergie moyenne, on a cette relation-là. Si c'est pas putain d'incroyable. Alors ça commence à faire à voir autre chose beaucoup plus puissant avec la fonction de partition. C'est que elle va servir globalement à occulter, si vous la donnez, elle va occulter tous les paramètres microscopiques pour permettre de revenir très facilement à des paramètres macro. Bon, ça c'est quand même assez puissant. C'est exemple avec l'énergie, et vous verrez plus tard qu'on va réussir à dériver la pression, et d'ailleurs que l'expression de la pression via ça pour le bon type de molécule, ça va nous donner l'équation des gaz parfaits. Voilà, je fortais. Donc là, on sait un petit peu pourquoi ça s'appelle une fonction et en quoi c'est pertinent de le définir comme une fonction. Bon. Maintenant, pourquoi partition ? Revoyons un petit peu son expression de base, ici. On va réencadrer encore une fois. Si on regarde bien, l'idée c'est qu'on a séparé un petit peu le système en fonction de toutes les énergies possibles. Et du coup, on l'a pondéré avec le nombre d'états de même énergie. Donc en gros, sur toutes les possibilités, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va découper le système très précisément. On va découper tout l'ensemble des possibilités plutôt, très précisément en E1, E2, E3, etc. etc. Et ça va nous former l'ensemble des possibilités. L'ensemble des états possibles. Donc on avait regardé un petit peu avec oméga. Avec évidemment cette histoire de qu'il peut y avoir plusieurs états pour même paramètre d'énergie. On décide de libérer ça parce que c'est beaucoup plus efficace, comme on en a discuté tout à l'heure. Bon. Mais en fait, mathématiquement, quand vous avez un ensemble, et que vous le divisez en différents sous-ensembles, mais qui sont tous
parfaitement disjoints, c'est-à-dire qu'en gros, si vous réunissez tous ces sous-ensembles, ça vous redonne bien l'ensemble de départ, mais il n'y a aucun ensemble qui overlap sur un autre, genre ça, c'est pas possible. Lorsque c'est permis de faire ça, mais l'ensemble, cette division en sous-ensemble est appelée une partition de l'ensemble E, tout simplement. C'est la définition mathématique. Et quand on mathématicien va vous parler de partition, en fait, il veut dire ça. Donc vous voyez qu'on a globalement cette idée de découper l'ensemble des possibilités selon un certain paramètre, sans que ça s'overlappe, puisqu'évidemment on va pas avoir simultanément deux valeurs d'énergie différentes pour un même état. Donc le nom de partition vient tout simplement d'ici, en fait. Donc on sait pourquoi c'est une fonction. On sait pourquoi on dit partition. On sait que ça s'interprète à la fois comme une façon de normaliser la probabilité, et aussi pour obtenir les paramètres macroscopiques d'une certaine façon, qui permet de squeezer toute la composante microscopique du système. Bon, c'est déjà pas mal. Là maintenant, je pense qu'il est très important d'interpréter Z toute seule. Parce qu'elle va s'interpréter toute seule. Elle a une interprétation physique phare, c'est pas juste un outil. On vous le présente souvent comme un outil mathématique, mais en vérité, elle a un sens profond, cette valeur. Réécrivons un petit peu la façon dont elle est donnée. Bon. Là, vous avez, je le réécris encore une fois, le nombre d'états d'énergie EI. Et là, un facteur qui globalement va vous donner la probabilité de réaliser l'énergie EI. Ben en fait, ce que je vais vous dire, moi, c'est que ça, cette somme du nombre d'états fois un truc qui s'apparente à leur probabilité d'être réalisé, ça va s'interpréter comme le nombre d'états accessibles au système. En moyenne. Donc en fait, Z, toute seule, c'est du comptage d'états. Et ça, c'est primordial. Parce que vous allez voir que lorsqu'on va commencer à passer au continu, le fait de voir Z comme du comptage d'état, ça va simplifier énormément beaucoup de lignes de calcul. Et ça va faire qu'on va pouvoir interpréter chacune des lignes qu'on fait, littéralement. Et d'ailleurs, en parlant de continu, on va passer un petit peu au cas des valeurs continues pour l'énergie. Parce qu'en général, c'est ici qu'on se perd si on n'a pas l'idée dont on vient de parler en tête. Le cas de valeur continue pour l'énergie, l'idée c'est tout simplement, comme je l'ai dit, que E peut se trimballer un peu comme l'énergie, E peut se trimballer un peu comme elle veut dans un ensemble continu. Donc en fait, la façon dont on décrit ça, puisque l'idée c'est de faire de la stat, c'est qu'il nous faut une densité de probabilité, phi de E, qui donne tout simplement, qui est une densité de proba, pardon. Proba. Ne prenons pas le train. En fait, une densité de probabilité, je rappelle, c'est tout simplement que la probabilité d'avoir une énergie entre deux paliers, on va pas les appeler E0 ou E1, on va les appeler EI et EJ, mettons. Ça va tout simplement être l'intégrale de EI à EJ de la densité de proba. Voilà. En fait, vous pouvez le voir grossièrement comme ça, où on a remplacé la somme, et ça, la proba d'être entre E et E plus DE. Si on veut faire le lien intuitif avec la somme, on peut le voir comme ça, en fait. Et de la même manière, ça veut dire que
en fait, toutes les propriétés en tête que vous avez en tête avec la somme, vous allez les transmuter sur cette intégrale-là. C'est-à-dire que notamment, la valeur moyenne du paramètre A, qui dépend de base de E, ça va être tout simplement A, que vous pondérez par la densité de probabilité à l'intérieur de l'intégrale. Voilà. Donc, là où notre problème était de connaître les probabilités dans le cas discret, notre problème ici est de connaître la densité de probabilité dans le cas continu. Le truc, c'est que de manière générale, on va essayer d'être encore plus... d'aller encore au-delà de ça. On va caractériser le système par ce qu'on appelle l'espace des phases. Alors, l'espace des phases, je pense que c'est ici qu'il est le plus important de développer certaines choses. L'espace des phases, globalement, dans l'idée, ça va être de représenter l'état du système par un vecteur. Voilà. Et le truc, c'est que qu'est-ce qu'on entend par état du système? Bon, ben, l'état d'une particule, en physique classique, il est entièrement déterminé. Il est défini, littéralement. Entièrement déterminé par sa position et sa vitesse. Et j'irai même plus loin, je vais dire par sa position et son impulsion. À savoir ce qu'on peut appeler sa quantité de mouvement, en fait. Donc en gros, si vous donnez le couple R et P, vous caractérisez l'état du système. Alors, que la position et la vitesse le caractérisent, on voit assez intuitivement pourquoi ça peut marcher. Puisque c'est des questions de... C'est la condition, en gros, pour que les équations de Newton soient déterministes. En fait, c'est-à-dire qu'il y ait une unique solution aux équations du mouvement pour une valeur initiale donnée. Pourquoi on va utiliser l'impulsion? Tout simplement parce que l'impulsion de base, c'est tout simplement la masse fois la vitesse en mécanique classique. En fait, l'impulsion, ça a un rôle qui est très puissant. C'est que je vous rappelle que les équations de Newton sont de base écrites comme des conservations de l'impulsion et pas des dérivées de la vitesse. En fait, l'impulsion, c'est une quantité dont on va pouvoir prouver qu'elle se conserve très facilement, dans certains cas. Et ça va être une quantité qui, dans n'importe quel type de mécanique, va pouvoir jouer le rôle de quantité conservée selon certains critères. Rôle que la vitesse ne va absolument pas respecter. Bref, ça c'est lorsqu'on veut digresser un petit peu, mais c'est pour ça que vous allez souvent voir des descriptions en fonction de l'impulsion et non de la vitesse. Dans notre cas, nous, on va rester avec P égale mv, donc en fait, à une constante près, on peut jouer avec l'une et avec l'autre, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Je vais le faire avec P pour cette raison-là, parce que si vous faites de la statistique quantique, par exemple, vous allez vous attaquer à l'impulsion. La vitesse va être quasi inutilisable. Ça, on ne fera pas dans cette vidéo, mais voilà, attendez-vous à ce genre de cas. Donc, je reviens. L'état d'une particule est entièrement déterminé par sa position et son impulsion. Donc en gros, si on dit que l'état d'un système de n particules, il est déterminé par l'état de chacune de ces particules. On va même mettre grand N pour rester cohérent. État de chacune des n particules. Donc en gros, si vous voulez caractériser l'état du système, il va falloir donner n positions et n impulsions. Oui, messieurs, dames. N positions, n impulsions. En gros, il va falloir donner R1 pour la particule 1, P1 pour sa particule 1, le couple R de P2, tout ça n fois. Et là, vous avez déterminé l'état du système. Ce qui veut dire que, étant donné qu'on est dans un monde à 3D, oui, parce que ici, le temps n'est pas considéré comme couplé à l'espace, je rappelle qu'on fait de la mécanique classique, hein, cherchez pas les problèmes. Donc tout ça, c'est 3 composantes ici, 3 composantes là, donc à la fin, le truc il fait 6 composantes, on répète ça n fois, on se retrouve avec 6 n composantes. Donc en gros, l'espace
des phases à 6n dimensions. Ça fait peur comme ça devrait pas. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on va utiliser uniquement le cas d'un gaz parfait. Vous allez voir qu'en étudiant le cas d'un gaz parfait, toute cette complexité-là va se réduire drastiquement. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Évidemment que là, si on précise rien de plus, on est un peu dans la mouise. Mais le problème, c'est que si on précise rien de plus, on fait pas de la physique, on fait de la spéculation. Si on dit, ah ouais, regardez, mathématiquement, on pourrait faire comme ça. Génial. Ben oui, mais c'est pas le but. Il y a un moment donné, il faut donner des valeurs et des hypothèses spécifiques. Sinon, ça sert à rien d'avoir fait toute cette théorie-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas juger l'exemple du gaz parfait comme une pure simplification du fait qu'on n'arrive pas à faire autrement. Non, c'est parce que, de 1, la simplification, vous allez le voir tout de suite, elle est très pertinente. Et de 2, il faut bien faire des applications à un moment donné, c'est pas qu'une théorie mathématique. Bien. Alors, maintenant, histoire de rendre tout ça un petit peu concret une bonne fois pour toutes, on va utiliser le gaz parfait. Pour le gaz parfait, on va avoir besoin d'une hypothèse au départ. On va avoir n particules de même masse m, libre. C'est-à-dire que l'énergie de chacune des particules vaut 1/2 de m fois sa vitesse au carré. Ce qu'on peut également écrire comme P, enfin son impulsion au carré, sur 2m. Je vous laisse le soin de vérifier que ces deux expressions sont équivalentes, avec P égale mv. Bon. Ce qui veut dire que, concrètement, l'énergie totale du système, ça va être la somme, tout bêtement, des énergies, y allant de 1 à grand N, de chacune de ces particules. Et à partir de là, j'ai bien dit qu'on allait utiliser les impulsions. PI, décidément. Voilà. Bien. Donc, si on veut calculer le volume utile V de l'espace des phases, c'est-à-dire en volume accessible, il faut tout simplement bourriner sur les 6n dimensions. Donc, autrement dit, sur l'espace des phases lui-même, qu'on va noter comme ça. Cette fonction, moins bêta E, et voilà. Tout simplement, hein, il nous faut y aller comme des fous. Il ne faut pas avoir peur de tout écrire. Donc là, vous voyez qu'on va intégrer sur les n positions et les n impulsions. Comment on va sortir de ce merdier? Bon, là, il y a deux astuces. C'est que, vu ce qu'on a écrit ici, on peut remarquer que ce qu'on appelle PI déjà, ou PI au carré, c'est P de XI carré, plus P de YI carré, plus P de PZI carré. Autrement dit, E ne dépend pas d'une quelconque coordonnée XI. Donc on va pouvoir scinder l'intégrale entre les variables d'impulsion, sur lesquelles on va devoir laisser notre facteur en exponentielle, et les variables de position. Et on va pouvoir traiter ces deux intégrales séparément. Bon, on va d'abord s'attaquer à ceci. Car de 1, c'est le plus simple à traiter, de 2, il va nous servir d'exemple pour s'attaquer à l'autre partie de l'intégrale dans quelques minutes. Celui-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces xi là, ces dxi, ce sont des variables muettes. C'est-à-dire que si vous intégrez la même chose, que ce soit sur dxi, que ce soit sur du dxj, etc., c'est pas important le nom de la variable. L'intérêt de ces variables-là, c'est que, étant donné qu'on a, pour des espaces des phases définis comme espace vectoriel, bref,
le fait que les particules n'interagissent pas, ça fait que toutes les positions sont totalement décorrélées. Si vous préférez, elles sont indépendantes. Ce qui veut dire qu'en fait ça, on peut l'écrire comme n intégrale produit. Voilà. Et ces intégrales, vous remarquerez qu'à chaque fois, cette fois, elles ne se font que sur 3 variables, donc elles se font sur R3. Et le bouquet final, c'est que, en fait, vous remarquerez que comme x1, x2, les xi jusqu'à xn sont des variables muettes, qu'on appelle, en fait, les variables d'intégration, si vous préférez, sont muettes. Ben ça veut dire que toutes ces intégrales sont égales, puisque c'est les intégrales d'exactement la même chose sur une variable muette de R3. Et clou final. Alors là, j'ai écrit R3. Attention, on n'intègre pas sur R3 en entier. C'était juste pour dire que les intégrales se font dans l'espace R3. Mais c'est un peu abusif de ma part de l'avoir noté comme ça en réalité. En vérité, on est confiné en position. Et on est confiné à l'intérieur de quoi? À l'intérieur du volume V, qui appartient à R3. Mais, bon, comme je dis, c'est intégration tout égal. Mais, intégrer les dx, dy, dz, puis c'est ce que ça veut dire, hein, intégrer le dxi vecteur x 3, ça veut dire tout simplement ça, c'est une notation abusive pour ça. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire littéralement, je le note en entier, dx, dy, dz sur v. Bah ça, c'est la définition du volume V. Autrement dit, chacune de ces n intégrales est égale à V. Donc, on a n fois le volume V, enfin, dans le sens où on a V fois V fois V fois n, donc en fait ici on a tout simplement V puissance n. Ah, regardez, déjà on a simplifié de moitié tout le bazar. Donc on réécrit, le volume d'espace des phases utiles, c'est donc égal à V puissance n, fois ce qu'il nous reste ici sur l'espace des impulsions, de notre énergie, dont on rappelle qu'elle dépend des impulsions, hein, uniquement. Bon. Maintenant, il est temps de s'attaquer à ce terme-là, et on va utiliser massivement un truc dont on vient de se servir, en fait. Ici. Et également là. On va utiliser le fait que comme les xi, en fait, les pi sont également indépendants, 2 à 2. Donc en fait, si jamais on arrive à avoir un terme qui ne dépend que de P1 fois un terme qui ne dépend que de P2, etc. jusqu'à Pn, on va pouvoir simplifier tout ce bazar en n intégrale sur R3 également. Bon. Eh ben, vous aurez remarqué que si on injecte l'expression de l'énergie E là-dedans, magie, on a une somme à l'intérieur de l'exponentielle, ce qui revient à faire un produit d'exponentielle. Et chacune de ces exponentielles à l'intérieur du produit dépend uniquement d'une seule variable. Et donc on a exactement ce qu'on cherchait. Regardez. Donc là, ce qui est à l'intérieur de notre grand V, là, donc je réécris mon grand Vn, fois la grosse intégrale de tout ce produit, bêta pi carré 2m. Et là on a le dp1 cube, dpn cube,
Et là, évidemment, l'astuce, ça va être de placer le terme en P1 devant P1, le terme en P2 devant P2, ce qui va nous donner, tout bêtement, Vn fois une intégrale comme ça, en P1, fois une autre intégrale comme ça en P2, etc. C'est le même procédé qui est à l'œuvre que tout à l'heure avec le volume sur les positions. Bon. Et là, on peut encore utiliser notre astuce finale, qui est de dire que comme les P1, les P2, etc. sont des variables muettes, ben en fait, vous intégrez exactement la même chose sur le même espace dans chacune intégrale, ce qui veut dire que cette intégrale est égale à celle-ci, qui est égale à toutes les autres. Donc finalement, votre V, c'est rien de plus que Vn fois cette grosse intégrale. Du coup, là, on va intégrer effectivement sur R3. C'est pas juste pour dire qu'on est sur R3 comme j'avais noté abusivement tout à l'heure. C'est vraiment l'ensemble d'intégration. On veut prendre toutes les impulsions possibles. Puissance n. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et avant d'aller plus loin, parce qu'on va vraiment pouvoir casser cette expression et calculer l'intégrale au milieu, je vais vous montrer dans 2 minutes comment on fait, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très intéressant. C'est que vous voyez ce volume-là, en fait, on peut totalement le réécrire comme ceci. Comme un seul terme à la puissance n. Bon. Ben ça, c'est pas anodin. Ça, c'est le volume d'espace des phases à l'intérieur de la puissance n. C'est le volume d'espace de phase accessible pour un système à une seule particule. Vous pouvez faire le calcul. Ça s'interprète directement comme ça. Il suffit de mettre n égale à 1, hein, tout simplement. Bon, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que donc le volume associé à n particules, c'est le volume d'une seule particule à la puissance n. Et j'aimerais vous rappeler d'où on était parti tout à l'heure, c'est-à-dire d'un système de comptage. Cette idée de dire qu'on a tant d'états pour une particule, c'est-à-dire on a un nombre d'états, je sais pas moi, si pour une particule, pour 2 particules, on va avoir xi fois xi, xi carré. Pour 3, on va avoir xi fois xi fois xi, xi cube, etc. Donc, pour n particules, on s'attend à avoir tout simplement le volume alloué à une particule à la puissance n, ou le nombre d'états alloué à la particule à la puissance n. Alors, il y a un petit piège avec ça, mais on y revient dans pas longtemps. Sachez que c'est bien cette idée qui est à l'œuvre derrière. Si jamais vous l'avez vu un petit peu venir, il y a effectivement de ça. On aurait clairement pu squeezer la variable n depuis le départ, et l'ajouter ici en puissance, ça aurait été très pertinent. Bref. Donc maintenant, il faut qu'on s'attaque une bonne fois pour toutes à ce truc. Qu'on en finisse avec cette intégrale. Là. Donc là, je vais écrire dpx, dpy, dpz. Je vais vraiment je vais arrêter cette notation vectorielle parce qu'il faut qu'on y voit le plus clair possible. Et je vais également écrire... je vais pas l'écrire comme ça. Je vais également écrire la vraie expression de P qui est Px carré plus Py carré, P carré plus Pz carré. Voilà. Bon. Là, 2 chemins possibles. Soit on utilise exactement la même idée qu'on avait, qui est que Px, Py, Pz sont des variables totalement indépendantes, que là vous avez le produit de fonctions qui dépendent une que de Px, l'autre que de Py, l'autre que de Pz, exactement de la même manière. Donc en fait, ce serait exactement équivalent à faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ceci 3 fois, et de faire le produit de tout Schwimmlich. Ce qu'il y a à l'intérieur, je laisse à votre bon soin, avec un petit changement de variable, le fait de vérifier qu'il s'agit précisément de cette valeur. Pas tout faire à votre place non plus.
qu'on peut réécrire comme 2πm sur bêta puissance 1,5. Hein. Donc le tout, c'est 2πm sur bêta puissance 1,5 au cube, donc 2πm sur bêta puissance 3,2. Voilà. Ça, si on veut dériver à la fonction de partition, c'est un chemin qui est possible, parce que vous verrez que ça va nous amener là où on veut. L'autre moyen, donc je vais noter cette version-là, l'autre moyen, ce serait de se dire, d'accord, ça c'est si je veux un petit peu normaliser tout ça, mais on reste un petit peu sur notre fin pour une raison particulière, qui est que, remarquez que comme le système ne dépend que de la norme de l'impulsion ou de la vitesse, on aurait bien envie d'avoir une distribution qui dépend exactement de ça. On aurait bien envie d'exprimer la loi de distribution de probabilité en fonction uniquement de ça, sans avoir à l'exprimer en triple intégrale, parce que c'est pas trop pratique. Alors dans ce cas-là, vous allez oublier tout ce que c'est des impulsions. Et vous allez penser espace. Regardez. On a quelque chose qui ne dépend que de la distance à l'origine. Puisque c'est ça la norme. Hein. C'est rien de plus qu'une distance à l'origine. X, Y, Z. Tac, 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 clac. Tant que cette distance à l'origine est la même, la fonction a exactement la même valeur. Bon. Mais en fait, si on fait un changement vers des coordonnées sphériques, on va pouvoir intégrer sur chacune des sphères sans avoir à toucher à la fonction. Puisque sa valeur ne varie pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver à faire des intégrales de 0 à plus l'infini, ça c'est pour le rayon, fois une intégrale sur toute la sphère, de f de r, fois alors d oméga, c'est ce qu'on a, la façon dont on a la mesure sur la sphère, on va pas avoir à l'exprimer pour une raison toute bête, fois dr. Et en gros, il nous manque un petit r carré. Bon, ça, c'est le changement de coordonnées sphériques, hein, tout simplement. Mais remarquez que sur toute la sphère, R, ça dépend pas de R, puis si R est constant, et F ne dépend que de R, il ne varie pas sur la sphère. Donc en fait, tout ça, ça va tout simplement valoir l'intégrale de 0 à plus l'infini de R carré, F de R, et ça, c'est la somme de... c'est l'angle solide, entre guillemets, total. C'est-à-dire qu'on regarde dans toutes les directions. Je sais plus écrire. Et ça, en fait, ça fait 4pi. Voilà. Donc, en fait, votre intégrale seigneur sur R3 de f qui ne dépend que de la distance à l'origine, fois des dx, dy, dz, vous pouvez parfaitement l'exprimer comme une intégrale simple sur R+, de R carré, de même, on va mettre le 4pi devant, de 4pi R carré f de R dr. On est d'accord, c'est du purement spatial. Bon, et moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans cette expression-là, on est exactement dans ce cas-là, on oublie qu'il s'agit d'impulsion, et on se dit, on est en train d'intégrer sur l'espace. Et bien, on va appliquer exactement cette logique-là. Et dans ce cas-là, R, ça va tout simplement être, la distance à l'origine, c'est tout simplement la norme de l'impulsion. Donc en gros, on peut également avoir regardez, P carré. Pensez que P c'est comme R. Ben ça, si on applique ceci juste au-dessus, là, ça va nous arriver. Et on va juste avoir à écrire 4pi P au carré exponentielle de moins B P au carré 2m dp. Et l'avantage en faisant ça, c'est qu'on intègre sur la norme de l'impulsion. Donc en gros, on va réussir grâce à ça à dériver notre distribution de probabilité. Alors à la base on la faisait dépendre de E, mais on peut aussi la faire dépendre de l'impulsion, ce n'est pas un problème. Et on va pouvoir commencer à moyenner des quantités. Alors, c'est presque ça. Il lui manque évidemment une petite normalisation pour que ça agisse exactement comme une densité de probabilité. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'il nous faut, c'est que les normes d'impulsion étant positives,
on va vouloir quelque chose comme ça. On veut que la somme de toutes les probabilités fasse 1. Alors, dépend de... plutôt. Mais en fait, pour faire ça, on n'en est vraiment pas loin. Hein. Parce que je vous rappelle que on a calculé plus haut la valeur de cette intégrale-là. Cette intégrale, on sait que d'autre part, qu'elle vaut, je le rappelle, 2πm sur bêta puissance 3,5. Donc si vous avez bien suivi, l'idée générale, ça va être de dire que la densité de probabilité en fonction de l'impulsion, c'est 4pi p carré fois l'exponentielle de moins bêta p carré sur 2m. Le tout divisé par cette truc qui s'apparente à une constante de normalisation. Alors vous verrez écrit de différentes manières. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, alors ça c'est en impulsion, mais c'est ce qu'on appelle une distribution de Maxwell-Boltzmann. Donc elle va nous servir à calculer, je le rappelle, des quantités moyennes avec ce type de loi. Si on arrive à connaître l'expression d'une quantité en fonction de l'impulsion, on peut calculer sa moyenne grâce à la distribution de Maxwell-Boltzmann. C'est extrêmement puissant. Mais bref, revenons à notre fonction de partition. Donc comme on l'a dit, on sait que le volume disponible d'espace des phases, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on avait appelé V, stylisé, il vaut V, donc le volume physique puissance n, fois 2π masse de la particule, sur bêta puissance 3,5 puissance n. Puissance 3n sur 2. Bon, donc là on a un volume, et je rappelle que de base on est sur un problème de comptage d'état. Hein. Donc il faut arriver à relier ce volume à un certain nombre d'états. Autrement dit, il nous faut un volume élémentaire pour un état. Ça me fait bailler. Enfin, si on divise le volume complet par le volume élémentaire, on a le nombre d'états. Bon, comment définir ce truc? Une des premières choses à faire en physique, ça je vous donne le petit conseil, c'est de vérifier où est-ce qu'on en est en termes de dimension. Ben, regardez, on a, si on fait abstraction de la constante n pendant un instant, on a un volume V, donc ça c'est une longueur au cube. À l'intérieur, on a 2π, donc c'est une constante, ça n'a pas de dimension. Et on a du m sur bêta. Alors bêta, donc c'est m fois kbt. kbt, c'est une énergie, c'est-à-dire que c'est une masse fois les dimensions sont notées comme ça. Donc kbt c'est une énergie. Donc c'est une masse fois une longueur au carré divisé par un temps au carré. Donc mkbt, c'est une masse au carré fois une longueur au carré divisé par un temps au carré. Si on met tout ça à la puissance 3,5, ça revient en fait à remplacer les carrés par des cubes. Donc en fait, si on fait Vm fois 2πm sur bêta et qu'on regarde sa dimension, enfin puissance 3,5, et qu'on regarde sa dimension, on va se retrouver avec une longueur au cube fois une masse au carré fois une masse au cube, pardon, oui, fois une longueur au cube divisé par un temps au cube. Donc, longueur cube fois masse cube fois longueur cube fois temps au cube. Donc c'est masse cube que je vais mettre là fois longueur puissance 6 fois temps moins 3. Donc c'est exactement comme si on avait une masse fois une longueur au carré fois un temps moins 1, le tout au cube.
Et bien, masse fois longueur carrée divisé par un temps, c'est la dimension d'un moment cinétique. Moment cinétique, vous vous souvenez, c'est L est égal à position vectorielle impulsion. Donc vous avez une impulsion qui est une masse fois une longueur divisée par un temps, fois une longueur, ça fait bien une masse au carré fois une longueur divisée par un temps. Donc on sait que notre volume de base d'espace des phases pour une seule particule, c'est un moment cinétique au cube. Donc en gros, on peut chercher un moment cinétique, on va assez facilement pouvoir le mettre au cube. On pourrait s'arrêter là et chercher une constante physique qui ressemble à un moment cinétique, mais en vrai, il y a une raison profonde qui va nous permettre de choisir une valeur bien précise. Bon, si vous voulez confiner une particule dans un volume élémentaire, l'idée, ça va être de se dire que vous voulez être sûr que l'incertitude, clin d'œil, sur ses positions et ses impulsions est inférieure au volume élémentaire de l'espace des phases. Sauf que le problème, c'est qu'en vertu du principe d'incertitude, ça c'est forcément supérieur à quelque chose qui est de l'ordre de h. Donc en fait, le meilleur volume élémentaire, c'est tout simplement h³ pour une particule. Et donc h puissance 3n pour n particules. Ce qui veut dire que le nombre d'états accessibles, qu'on va identifier à la fonction de partition, c'est tout simplement le volume accessible divisé par le volume élémentaire, ce qui va nous donner, on y arrive enfin, volume physique puissance n fois 2 pi m sur bêta puissance 3n sur 2, ça c'est ce qu'on a dérivé tout à l'heure, et il faut qu'on divise ça par h puissance 3n. Bon, en fait on va faire rentrer h là-dedans, grâce à sa puissance 3n, vous allez tout de suite voir pourquoi. Et vous êtes d'accord que ce truc-là, j'ai totalement le droit de l'écrire. Bon, mais moi ce que je vais vous prétendre, c'est que vous pourrez le vérifier, c'est que l'inverse de ce machin, qu'on peut donc écrire ainsi, et en explicitant bêta égale 1 sur 2 kBt, et en lâchant la racine sur le h carré, parce que c'est vrai que c'est un peu moche écrit comme ça, on peut l'écrire comme ça. Mais ça, on va le noter lambda de t, et c'est la longueur d'onde de De Broglie. Donc finalement, Z, vous aurez envie de dire qu'on peut l'écrire V puissance n fois, enfin, sur la longueur d'onde de De Broglie puissance 3n. Terminé? Presque. Encore une fois, on s'est fourvoyé. Parce que quand j'ai écrit ça, j'ai pas tenu compte d'un truc, c'est que les particules sont toujours indiscernables. Et en fait, cette expression n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce que, imaginons que je dise... ce que je veux savoir, c'est que j'ai une particule dans un état 1, une particule dans un état 2, l'autre dans un état 3, etc. jusqu'à l'état n. Sachant que certains états peuvent être égaux, hein, c'est pas la question. En fait, l'idée, c'est que dans l'état 1, je peux choisir de placer... J'ai le choix de placer n particules. Dans l'état 2, il m'en reste n-1 à placer. Dans l'état 3, n-2, etc. Jusqu'à ce que dans l'état n, il ne m'en reste plus qu'une à placer.
Et le truc, c'est qu'en fait, quelle que soit la façon dont j'intervertis les particules, comme elles sont totalement indiscernables, toutes ces configurations vont être totalement équivalentes. Et donc en fait, il se trouve qu'on a très exactement, à chaque fois, comme ça, factoriel n, factoriel n configuration équivalente, pardon. Donc ce qui veut dire que si on veut tenir compte du fait que les particules sont indiscernables, il faut que l'on redivise toutes les configurations existantes par le nombre de configurations équivalentes à chaque fois. Et cette fois, on a entre les mains la fonction de partition d'un gaz parfait. Il n'y a plus d'intégrale, il n'y a plus de variables microscopiques. Cette fois, elle est parfaite. Cette fonction de partition, on va s'amuser un petit peu avec. Vous vous souvenez de ce qu'on a écrit tout à l'heure, que l'énergie moyenne est égale à moins la dérivée du log de la fonction de partition par rapport à bêta. Bon, ben, on l'avait démontré pour un spectre d'énergie discret. Je ne vais pas le démontrer, mais ça marche totalement. Enfin, le même argument fonctionne également pour un spectre continu. Donc en fait, ceci est toujours valable. Et on va pouvoir s'en servir pour dériver l'énergie interne d'un gaz parfait. C'est parti. Donc, vous remarquerez un truc, c'est que tout à l'heure, quand on l'a écrit avec log z, on a pu se dire, bon c'est un peu bizarre, mais maintenant qu'on voit la tête de la fonction de partition avec toutes ces multiplications, ben on se dit ça va quand même être vachement sympa de prendre le log parce qu'on va pouvoir juste additionner. Et comme on dérive, ben tous les termes qui ne dépendent pas de bêta, ça va dégager direct, on va même pas avoir à s'y intéresser. Et ça va être vite vu, parce que le seul terme qui dépend de bêta, il est à l'intérieur de la longueur d'onde de De Broglie. Et concrètement, log z, ça va s'écrire, vous voyez, comme n log v, moins log de n factoriel. Tout ça, ça dépend pas de bêta, donc en fait, on s'en fout. C'est ça qui est très fort. Moins 3n fois log de la longueur d'onde de De Broglie. À l'intérieur de la longueur d'onde de De Broglie, donc on va la réécrire en fonction de bêta, du coup, pour que ce soit plus simple. Donc elle vaut h fois bêta sur 2πn, racine carrée. Bon, bah en fait, le log de ce truc-là, vas-y, hein, déroule, ça va aller très vite. C'est log h moins, plus, pardon, 1 demi de log bêta moins 1 demi de log de πn. Je vais même pas m'embêter à dériver tout ça. On s'en tape. Parce que regardez, ça dépend pas de bêta. Ça dépend pas de bêta. Tout ça, ça dépend pas de bêta. Donc finalement, le seul terme qui va être important lorsqu'on va dériver log z par rapport à bêta, ça va être ce terme-là. Donc, on a le moins 1 demi de log bêta fois 3n, donc on va avoir moins 3n sur 2 fois d de log bêta sur d bêta. Et ça, trivialement, ça fait 1 sur bêta. Il y a un moins, il y avait un autre moins que j'ai oublié de mettre, effectivement. Et donc, on va se retrouver avec 3n sur 2 bêta. Et en remplaçant par l'expression de bêta, on trouve 3 demi de n kbt. Et ça, si vous avez fait un petit peu de thermodynamique, vous savez que pour un gaz parfait monoatomique, c'est exactement l'énergie interne. On peut le dériver d'un autre côté via des principes de thermodynamique et on tombe exactement sur ça avec le facteur 3,5. Bon, ça, c'est le fameux résultat qui vous dit que l'énergie d'un gaz parfait ne dépend que de sa température, notamment. Maintenant, on va faire une petite douille, enfin ce qui pourrait apparaître comme une petite douille, en vrai ça n'en est pas une, mais moi je considère que ça y ressemble malheureusement. C'est qu'on a totalement le droit de définir f, une fonction, telle que z serait égal à exponentielle de moins bêta f.
Mais en fait, ça a un sens assez particulier de faire ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition pour un ensemble microcanonique. C'est-à-dire un ensemble totalement à l'équilibre. Bah, l'idée, en fait, derrière ça, c'est que, alors on peut le prouver rigoureusement, moi je vais pas vous le faire avec la rigueur parce que je veux plus essayer de trouver l'idée qu'il y a derrière, c'est que, en écrivant ça comme ça, F s'interprète exactement comme ce qu'on pourrait appeler l'énergie libre du système. En gros, c'est comme si on avait un petit ensemble avec une énergie F. L'énergie libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie qui va être utilisable en termes de travail. Notamment, on va avoir ceci. On va avoir la pression qui est moins la variation de F par rapport au volume. Avec toutes les autres... là où toutes les autres variables seraient constantes, en fait. Bah allons-y, parce que définir ça, ça revient à dire que F est égal à moins log Z sur bêta. Donc, moins la dérivée de F par rapport à V, c'est 1 sur bêta, parce que les moins vont se cancel, fois la dérivée de log Z par rapport à V. Reprenez Z, il va se passer exactement le même genre de truc très sympa que lorsqu'on a dérivé l'énergie. C'est-à-dire que, ben, regardez, le seul terme qui dépend de V dans log Z, c'est le n log V. Donc en fait, ça revient à dériver n log V par rapport à V, ce qui fait n sur V. Et on avait notre facteur bêta, donc n bêta V. Donc en fait, on obtient une équation du type pression est égale à n sur bêta V. Et si on réécrit bêta, on tombe sur P fois V est égal à N fois KB fois T. Et ça, c'est évidemment la loi des gaz parfaits. Qu'on peut réécrire en PV égale nRT, avec N le nombre de moles. Et pour corriger ça, ça veut dire que R doit tout simplement être égal à la constante de Boltzmann fois le nombre d'Avogadro. Et dans ce cas-là, R vaut environ 8,31 pardon, j'ai écrit une bêtise, 8,31 joules par Kelvin par mol. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que la constante de Boltzmann est de l'ordre de 10 puissance moins 23 et le nombre d'Avogadro est de l'ordre de 10 puissance 23. Donc en fait, le nombre d'Avogadro, il a la bonne tête pour nous faire travailler avec des valeurs à peu près raisonnables. Voilà, simple observation. Dans cette loi, ici, j'attirerai juste en dernier point votre attention sur un point très particulier lorsque vous l'utilisez, c'est l'unité des variables. Alors, on est en full système international ici. Je réveille, c'est-à-dire que P, c'est pas des pascals, c'est pas des hexapascales, c'est des pascals. C'est pas des hectopascales, c'est pas des bars, c'est bien des pascals. P, c'est en pascal, c'est-à-dire des newtons par mètre carré. Un pascal, pour vous donner une idée, de base on utilise le hectopascal pour la pression atmosphérique, donc c'est 100 pascal, et la pression atmosphérique de base est à 1000 hectopascal, donc c'est-à-dire environ à 100 000 pascal. Voilà, donc un bar c'est dans les 10 puissance 5 pascal. Le volume étant pas litre, perdu, mètre cube, parce qu'on aime bien avoir des problèmes, et pour le reste, la température est évidemment en Kelvin, ça ne change pas. Et R, on a dit quelles étaient les unités. Donc voilà, faites gaffe à ça. Parce que utiliser la pression en pascal et le volume en mètre cube quand vous utilisez un gaz, c'est clairement pas des réflexes de chimiste, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Bon. En vérité, je pensais que cette vidéo serait un petit peu plus courte que ça. Mais je m'aperçois que si on veut développer raisonnablement certaines notions de la fonction de partition, il faut quand même passer du temps sur certains trucs. Alors, j'ai d'autres idées.
d'exemples à développer maintenant, parce qu'on a vu l'essentiel en termes de formalisme. Et il y a 2 exemples en particulier. Un que je trouverais intéressant de développer, et je pense que je les ferai très certainement dans une vidéo à la suite de celle-ci. Pour les curieux, je pense à utiliser l'équation de Saha pour l'ionisation. C'est une équation qui en fait va utiliser donc cette histoire de dégénérescence de comptage d'état. On peut l'introduire à partir de là pour savoir à une certaine température quelle est la proportion d'un gaz qui est ionisé par rapport à la proportion d'un gaz qui reste neutre. Parce que plus vous montez la température, évidemment, plus vous allez avoir de gaz qui est ionisé. Et une application qui est très intéressante de ceci, c'est que lorsque vous le mettez dans ce qu'on appelle un modèle cosmologique, que vous mettez cette équation là-dedans, vous pouvez déduire pour l'hydrogène qu'il y a clairement un moment de la vie de l'univers où l'hydrogène est passé de l'état quasi entièrement ionisé à l'état quasi entièrement neutre. Vous pouvez retrouver qu'il y a un moment où il y a eu une variation relativement notable. Et en fait, cette variation, si certains l'ont peut-être compris déjà, c'est comme ça qu'on peut caractériser le fond diffus cosmologique. Alors, le faire par là, c'est un petit peu y aller avec la truelle, parce qu'en vérité, on verrait, on le développera, on fait quand même de grosses approximations quand on utilise cette équation-là pour trouver le fond diffus cosmologique. Mais ça permet de voir jusqu'où peuvent être poussés ces outils. Donc j'en parlerai très certainement dans une prochaine vidéo qui sera plus exclusivement des applications, donc de la physique statistique. Comme d'habitude, s'il y a les moindres questions en commentaire, si vous voyez que j'ai écrit une erreur, parce que c'est totalement possible en fait, je suis pas professeur, surtout n'hésitez pas à le signaler. Je mettrai des errata, c'est absolument vital. Et pour le reste, je vous souhaite bonne chance avec vos cours, et du coup, à la prochaine pour le fond diffus cosmologique. Ciao!